Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, donc, il est 15h. Nous allons pouvoir commencer la conférence sur les études paramédicales, études d'infirmiers et les conditions de réussite. Donc, je me présente, je suis Madame Laura Vezin, donc psychologue de l'éducation nationale au sein des CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne. Je suis accompagnée pour le moment, une troisième intervenante va nous rejoindre. Donc, je suis accompagnée pour le moment par Chloé, qui est étudiante en 2e année d'orthopsie, et Élodie, qui est étudiante en kiné en 5e année. En 5e année. La dernière. Oui. Voilà, donc on va commencer un petit peu le... Bonjour. Vous êtes l'intervenant pour... D'accord. Vous ne ressemblez pas à la photo qu'on m'a fournie. Non, pas tout à fait, effectivement. Et donc, le troisième intervenant qui vient d'arriver, je vous laisse vous présenter. Vous avez le micro devant. Voilà, donc moi je suis Pascal Lemonnier, je suis cadre supérieur de santé et je travaille en IFSI à Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, en tant que coordinateur des stages et des relations internationales. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les soignants du secteur paramédical sont présents dans notre quotidien. On pense à eux principalement à l'hôpital, mais ils sont aussi présents pour des soins de proximité ou même encore pour de la prévention et de l'information auprès des populations. Petit exemple avec une chaîne de soins de l'histoire de Tom. Lors d'un accident, Tom se blesse au genou. Les personnes présentes appellent le SAMU. Petit rappel, c'est le 15. Une assistante de régulation médicale répond à l'appel et envoie une équipe sur place. Tom est emmené à l'hôpital par les ambulanciers. Entorse ou fracture ? Il faut rechercher les causes. Le médecin prescrit alors des radios. Un infirmier soigne ses plaies et lui donne un antalgique. Une aide-soignante l'installe dans une chaise roulante et l'accompagne à la radiologie. Le manipulateur radio lui indique comment se placer près des appareils d'imagerie, puis il prend plusieurs clichés du membre blessé qu'il transmet ensuite au radiologue pour diagnostic. C'est une rupture des ligaments. Il faut opérer. La secrétaire médicale appelle le service de chirurgie orthopédique pour prévoir l'opération. En vue de l'anesthésie, un bilan hématologique est demandé. Une infirmière effectue la prise de sang et envoie les prélèvements au technicien de laboratoire médical pour analyse. Tom est ensuite conduit au bloc opératoire par le brancardier. Un infirmier anesthésiste lui administre par perfusion le produit qui va l'endormir. Assisté d'un infirmier de bloc opératoire, le chirurgien procède à l'opération. Après cette opération, la convalescence prend plusieurs semaines. Une infirmière libérale passe à son domicile pour changer les pansements et vérifier la bonne cicatrisation. Tom doit suivre des séances de rééducation avec un masseur kinésithérapeute à son cabinet. Lors de son rendez-vous de contrôle avec le chirurgien, ce dernier lui conseille de porter des semelles orthopédiques. Tom peut alors prendre rendez-vous chez le pédicure-podologue ou chez le podo-orthésiste afin de les faire faire. Dans ce petit exemple qui peut ressembler à une scène du quotidien que beaucoup d'entre vous ont pu connaître, ou je l'ai n'ont pas connu, Tom aura rencontré 14 soignants paramédicaux, donc entre son accident et son rétablissement. Preuve que les soignants du paramédicaux sont vraiment présents au quotidien, qu'on s'en rende compte ou pas. Ils sont présents et ils sont nécessaires pour le suivi et la santé de la population. Le métier le plus connu des métiers paramédicaux est le métier infirmier, puisqu'il représente 70% des professionnels paramédicaux, en particulier dans la fonction publique hospitalière. Donc, je vais donc laisser vous présenter et présenter un petit peu ces études d'infirmière. Merci. Donc effectivement, tout le monde connaît de près ou de loin un infirmier. Tout le monde a connu plus ou moins un infirmier au cours de sa vie. Alors c'est une profession en fait qui est en perpétuelle évolution.
Il y a régulièrement en fait des modifications du référentiel de formation. Le dernier qui a eu lieu date de 2009, où on est rentré dans l'universalisation en fait de la profession. Et donc il y a un nouveau référentiel qui est programmé dans 2025 ou 2026 au niveau de la profession infirmière. Auparavant, il y avait deux types d'infirmiers. Il y avait les infirmiers de soins généraux et les infirmiers psychiatriques. Et depuis 1992, en fait, il n'y a plus qu'un seul diplôme d'État qui regroupe les deux spécialités. Il y a encore sur le marché des infirmiers psychiatriques issus du programme initial de formation, mais ces infirmiers-là ne sont pas habilités à travailler dans les soins généraux. Mais c'est denrées rares maintenant, il n'en reste plus beaucoup. Donc c'est une profession qui permet d'avoir un exercice excessivement diversifié, parce que vous pouvez travailler à l'hôpital. Alors, en travaillant à l'hôpital, vous pouvez travailler dans des services de médecine, de chirurgie, de réa, de soins post-interventionnels, dans les services de consultation. Vous pouvez travailler dans des cliniques privées, vous pouvez travailler dans des lycées, en médecine scolaire, vous pouvez travailler en médecine du travail, médecine en santé publique. On peut travailler dans des crèches, on peut travailler en EHPAD, on peut travailler au domicile, en soins libéraux. Donc vous voyez, c'est quand même très très diversifié. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez travailler partout sur le territoire, parce que vous avez des structures de soins qui sont éparpillées partout. Vous pouvez travailler dans pas mal de pays européens où le diplôme est reconnu. Vous pouvez même travailler au Canada si vous voulez. Donc vous voyez, vous avez quand même des possibilités qui sont énormes. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez passer d'une discipline à une autre. Vous pouvez travailler pendant 6 mois en tant qu'infirmière en bloc opératoire, en médecine par exemple, et vous pouvez travailler 6 mois après dans un service de chirurgie. Il n'y a pas de discrimination, vous pouvez passer d'un service à l'autre. Les horaires aussi sont très diversifiés, parce que l'hôpital, c'est 24 heures sur 24, donc vous avez la possibilité de travailler de jour, de nuit, travailler en 12 heures, travailler en 7 heures, travailler en 10 heures. Vous avez donc la grande majorité des infirmiers travaillent les week-ends, bien évidemment, travaillent les jours fériés. Mais si vous avez des contraintes familiales avec des enfants, vous pouvez choisir de travailler en consultation, ce qui fait que vous avez des horaires du bureau et vous ne travaillez pas les week-ends. Voilà. Là, vous voyez, vous avez un choix énorme en termes d'horaires pour aménager votre vie privée également. Il y a des évolutions de carrière qui sont envisageables. Vous avez des possibilités de devenir encadrant, c'est-à-dire que vous faites l'école des cadres et devenir cadre de santé. Vous pouvez devenir cadre supérieur de santé ou directeur des soins. Donc vous voyez, vous avez une évolution quand même assez importante. Vous avez des formations de spécialisation. Donc il a été évoqué tout à l'heure des spécialisations en tant qu'infirmière anesthésiste, infirmière de bloc opératoire, infirmière de puériculture. Vous avez depuis 6 ans la possibilité de devenir ce qu'on appelle une infirmière en pratique avancée. C'est-à-dire que vous faites 2 ans supplémentaires de formation et donc vous vous spécialisez dans des soins un peu plus spécifiques, comme les soins psychiatriques par exemple, les soins chroniques. Et une infirmière en pratique avancée a la possibilité de prescrire des médicaments, ce que ne peut pas faire une infirmière de soins généraux. Alors quand je dis prescrire, ce n'est pas initier une prescription médicale, mais dans des maladies chroniques, quand un patient est suivi par exemple pour du diabète ou pour de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire qu'il y a des consultations régulières pour réévaluer le traitement, donc l'infirmière a la possibilité de prescrire et de continuer une prescription médicale sans que le patient voie le médecin. Donc c'est une spécialité qui a été mise en place pour essayer de lutter contre les déserts médicaux, mais comme il manque aussi d'infirmières, voilà, c'est-à-dire que c'est des infirmières en moins dans les services. Voilà. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est une profession qui mobilise quand même beaucoup de connaissances scientifiques.
Il faut savoir travailler en équipe. C'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est qu'une infirmière ne travaille jamais seule. Sauf quand on est infirmière libérale, mais c'est toujours un travail d'équipe. Donc on peut toujours se reposer sur les collègues. Alors quand je dis travail d'équipe, c'est travail d'équipe pluriprofessionnel. C'est pas que les infirmières entre elles, mais c'est les infirmières, les kinés, les psychologues, les médecins. C'est donc mobiliser aussi des compétences relationnelles, parce qu'on est en relation quand même avec des patients qui sont malades, donc des patients malades qui peuvent être anxieux, qui peuvent être perturbés, et donc il faut savoir trouver les mots pour pouvoir faire accéder le soin plus facilement, ou accepter le soin plus facilement. Et en fait, à l'IFSI, c'est tout ça qu'on travaille avec nos étudiants, nos futurs professionnels. Alors la formation, donc niveau licence, donc la moitié de la formation c'est de la théorie et la moitié de la formation c'est du stage. En alternance, alors il y a plus de stages en fin de parcours qu'en début de parcours. Le début de parcours, en fait, c'est surtout axé sur les connaissances disciplinaires en sciences médicales. Comme c'est une formation universitaire, ce sont des médecins qui donnent les cours, qui enseignent les cours de médecine. D'anatomie, de biologie. Donc ça nécessite quand même d'avoir une certaine base en connaissances scientifiques pour pouvoir suivre beaucoup plus aisément en fait, la formation. Vous avez des cours de psychologie, vous avez des cours de droit, des cours de communication. Enfin, c'est assez diversifié et tout ça est dispensé en fait, au fil du temps sur les 3 ans. Vous avez des cours magistraux donc facultaires qui ne sont pas en présence obligatoire, mais la connaissance, elle, est obligatoire. Donc ça veut dire que si on n'assiste pas aux cours, ça veut dire qu'il faut récupérer les cours d'une manière ou d'une autre. Vous avez des travaux dirigés, travaux pratiques qui, eux, sont en présence obligatoire à l'IFSI, donc à l'Institut de formation. Et en tout, vous avez 59 en fait, matières différentes sur les 3 ans, donc ça veut dire 59 évaluations. Donc ça veut dire que c'est un travail quotidien, un travail qui doit être régulier. Et au-delà de la formation en elle-même, on estime qu'il faut entre 1 et 2 heures de travail personnel par jour pour pouvoir intégrer tous les savoirs. Donc c'est quand même très conséquent. Donc la théorie permet aussi aux infirmiers, aux futurs infirmiers, d'avoir ce qu'on appelle un raisonnement clinique, c'est-à-dire de mettre en lien tout ce qu'ils apprennent en théorie, à le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'une infirmière doit savoir diagnostiquer des problèmes de santé, elle est capable de réfléchir, elle est capable d'anticiper des prescriptions qui sont erronées, c'est-à-dire que on dit toujours qu'un médecin est responsable de sa prescription, mais une infirmière est responsable de ce qu'elle injecte. C'est-à-dire que si elle injecte une prescription qui n'est pas adaptée, elle est aussi responsable que le médecin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir ces connaissances à l'infirmière pour pouvoir déceler des prescriptions qui ne sont pas correctes. Donc ça nécessite quand même un raisonnement clinique assez poussé. Donc au-delà de la théorie, donc la formation clinique, je vous disais, il y a moitié de stage, moitié de cours. La clinique, en fait, se fait principalement sur le terrain, c'est-à-dire à l'hôpital, en clinique, en crèche, en EHPAD. Vous avez une partie de la clinique qui est aussi enseignée à l'école sous forme de simulation. Dans les IFSI, on a des chambres de patients qui sont équipées. Et on fait donc de la pratique, de la simulation, soit avec des acteurs. Donc on a un système aussi de caméras où on analyse après les gestes en fait, des apprenants pour détecter toutes les erreurs et les corriger. On pratique aussi de la réalité virtuelle. Ça existe aussi dans les IFSI. Et ça permet aussi l'apprentissage clinique. Donc on travaille aussi beaucoup avec la faculté de médecine avec laquelle on est rattaché. Et il peut y avoir des cours communs avec certains étudiants en médecine en fait, pour la simulation. Mais ça, c'est chaque IFSI qui est plus ou moins investi ou plus ou moins au clair avec ce type de simulation avec les autres partenaires. Alors, les éléments de la réussite,
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'IFSI sans avoir vraiment de représentation réelle de ce que c'est que la profession infirmière. Et donc ils sont en difficulté assez rapidement. L'an dernier, pour vous donner un exemple, en fait, dans ce que l'on vit au quotidien, nous, sur la promotion de première année, on a 148 étudiants à peu près en première année. On en a 30 qui ont arrêté. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à la bonne place. On en a 30 qui redoublent, parce qu'ils n'avaient pas le niveau nécessaire. Et on en a 7 qui n'ont pas été autorisés à redoubler, parce qu'ils n'avaient pas le niveau nécessaire pour redoubler. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il faut anticiper les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entrée en IFSI se fait par Parcoursup. Donc théoriquement, le fait d'avoir le bac permet d'accéder à Parcoursup et donc pourrait permettre de rentrer en IFSI. Sauf qu'il y a quand même des préalables. Et c'est pour ça que... Alors c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns sur le stand là, depuis ce matin. En général, tout ce qui est bac technologique et bac professionnel, on le préconise, nous, qu'il intègre l'IFSI, mais dans un second temps. C'est-à-dire qu'il passe par une formation plutôt courte initialement, c'est-à-dire faire une école d'aide-soignant, et ensuite intégrer l'IFSI en tant que promotion professionnelle. On a des places, nous, à l'IFSI, qui sont réservées pour ces soignants-là. Donc, soit ils réintègrent en promotion professionnelle en passant un concours, où ils intègrent directement la première année, ou sinon, depuis 1 an, vous avez un parcours spécifique qui existe pour les aides-soignants pour intégrer directement la 2e année. Et donc, alors ces aides-soignants-là, il faut qu'ils aient un parcours assez diversifié. Et ils ont une formation accélérée de 3 mois avec un stage de 5 semaines. Et ça leur permet d'intégrer directement la 2e année. Alors c'est vrai que pour les employeurs, en général, ces aides-soignants ont des employeurs, donc il est toujours intéressant de négocier avec les employeurs pour financer la formation. Et c'est vrai que financer 2 ans de formation pour un employeur, c'est quand même pas la même chose que financer 3 ans. Donc il faut avoir ça en tête. Il faut, pour réussir, ne pas trop s'éloigner, trouver un IFSI qui n'est pas trop loin de chez soi, parce que les temps de transport... Alors c'est vrai qu'en région parisienne, c'est un peu compliqué des fois, parce qu'on a des étudiants qui habitent des fois à 2 heures de transport. Et c'est vrai que c'est la fatigue, et c'est du temps en moins pour pouvoir travailler personnellement. Il faut voir aussi que les stages, quand on est en stage, on commence le stage à 7h moins le quart, 7h. Donc quand on a 2 heures de transport avant, voilà, ça fait quand même des journées quand même très longues, très fatigantes. Donc il faut intégrer ça. Quand on veut réussir l'IFSI, il faut essayer de choisir un IFSI qui n'est pas trop éloigné de son domicile, ou alors trouver un domicile près de l'IFSI que l'on envisage d'intégrer. On peut se renseigner aussi sur le projet pédagogique, parce que la formation, elle est identique dans tous les IFSI de France. La formation, elle est nationale, c'est-à-dire que tous les semestres, tous les IFSI sont au même niveau. C'est-à-dire qu'un étudiant peut passer d'un IFSI à l'autre. En fait, il sait que ce qu'il a vu a déjà été vu dans l'autre IFSI, et ce qui reste à voir est à voir aussi dans l'autre IFSI. Donc il faut se renseigner dans les IFSI. Ce qui spécifie les IFSI, c'est les projets pédagogiques. Il peut y avoir des particularités. Chez nous, par exemple, on a un partenariat avec Erasmus, c'est-à-dire qu'il y a nos étudiants qui partent à l'étranger en stage, et donc on finance une partie, enfin l'Union européenne finance une partie de leur stage à l'étranger. Tous les IFSI ne sont pas, avec la convention européenne partenaire. Donc vous voyez, ça peut être un plus, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'IFSI pour pouvoir faire un stage à l'étranger. Il y a aussi tous les moyens qui sont mis à disposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'IFSI qui sont rattachés à des hôpitaux, des centres hospitaliers, mais il y a des IFSI qui sont intégrés dans des lycées. Et donc les prestations qui sont proposées ne sont pas les mêmes. Quand on a accès à une bibliothèque universitaire, par exemple, quand on a accès à un self, ça peut être une plus-value pour certains étudiants. Donc ça peut être aussi un choix de l'IFSI. Voilà, donc c'est ce que je dis souvent aux étudiants. Avant d'entrer en l'IFSI, il faut anticiper aussi l'aspect financier.
parce qu'on a des étudiants, nous, qui travaillent en dehors pour pouvoir manger, tout simplement. Mais cumuler le travail et les études, c'est compliqué. Donc il faut savoir anticiper ça. Mais après la première année, les étudiants ont le niveau, le diplôme aide-soignant, quand ils ont validé certaines unités d'enseignement. Et donc il y en a certains qui peuvent, pendant les vacances, par contre, travailler en tant qu'aide-soignant. Ça peut être possible. Un étudiant qui est en difficulté, on peut interrompre sa formation à un moment donné, pendant 2-3 ans, et reprendre là où on a arrêté. C'est-à-dire, si on a des problèmes financiers, voilà, on arrête pendant 2 ans, on travaille en tant qu'aide-soignant et on revient, on est plus à l'aise pour travailler, pour reprendre l'IFSI. Et donc ça, c'est une possibilité qui est offerte aussi. Interrompre sa formation, c'est autorisé une fois sur l'ensemble de la formation. Voilà. Donc il faut intégrer tout ça pour pouvoir arriver à l'aise et faire sa formation en 3 ans. Parce que globalement, il y a un tiers des promotions qui arrivent. La cohorte qui arrive en première année, il n'y en a qu'un tiers qui a son DE au bout de 3 ans. Les 2 autres tiers ont redoublé ou alors ont arrêté leur formation. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, lors de cette première intervention, on a pu voir les études en IFSI, donc les points importants à regarder selon les IFSI qui vous intéressent, c'est-à-dire la taille, est-ce qu'il est relié ou pas à un hôpital, est-ce qu'il est loin ou pas de chez soi, est-ce qu'il propose un parcours en Erasmus, donc tous ces éléments-là qui peuvent vous aider à choisir un IFSI. Mais on a aussi vu les pratiques infirmières, donc qui demandaient des pratiques et des connaissances en relationnel, mais aussi en médecine, enfin des connaissances de base en médecine. Comme vu dans cette intervention, les métiers du paramédical et les métiers de la médecine se rapprochent de plus en plus. Pendant un temps, on pouvait dire que ce qui était médical, le personnel médical pouvait prescrire, mais maintenant le personnel paramédical peut prescrire aussi. Donc la prescription ne fait plus partie des arguments pour différencier les deux. Pareil pour la durée d'études. Des infirmières passent des doctorats. Donc ce n'est pas juste la durée d'études qui peut définir ou non si c'est médical ou paramédical. Donc on se creuse de plus en plus la tête pour essayer de trouver la différence entre les deux, comment la nommer. Et une phrase que j'aime bien... Alors, si je peux me permettre, une différence quand même essentielle, une infirmière qui est docteur ne sera pas payée comme un docteur. Voilà, comme un médecin. Comme un médecin. Elle sera docteur mais pas médecin. Voilà. Elle sera docteur en soins infirmiers. Et donc, Léonie Chaptal nous a donné cette jolie phrase « La maladie est la science du médecin et la connaissance du patient est celle de l'infirmière ». Et ça, c'est vrai pour les professions paramédicales, c'est plutôt une connaissance du patient et de comment le patient va vivre sa maladie que la connaissance profonde de la pathologie. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions sur les IFSI ? Donc, il y a 2-3 minutes de questions et après, on pourra passer aux interventions sur l'orthopsie et la kiné. Comment on fait pour s'entraîner au partiel d'IFSI ? Parce que PASLAS, c'est les QCM, donc on fait des QCM l'année, mais... Alors, à l'IFSI, il y a une grande partie des évaluations qui sont facultaires, en fait, qui sont sous forme de QCM, et donc il y a des annales qui sont disponibles. Pour toutes les cours en fait, qui sont cœur métier infirmier, il y a des TD qui sont organisés et il y a des TD d'entraînement. Quand on rate une évaluation, on a la possibilité de faire une deuxième session. Et entre les 2 sessions, il peut y avoir des cours de remobilisation pour les étudiants qui ont raté l'évaluation. Et par exemple, ceux qui ont des PAP, etc., ce sera pris en compte dans les études supérieures, enfin du coup en IFSI ou pas ? Des PAP. PAP. Ah, d'accord, les PAEH. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Il y a des aménagements. Alors pour ça, il faut passer par la médecine universitaire. Et donc vous avez des aménagements. On a des étudiants nous, qui bénéficient de tiers-temps, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont un tiers de temps supplémentaire pour les évaluations. Il peut y avoir des aménagements. On a des étudiants qui ont besoin d'un ordinateur pour composer. Donc ils ont un ordinateur pour composer. Voilà, il y a des aménagements qui sont possibles pour les... oui, tout à fait. Oui,
Oui, bonjour. Alors, quand on est en première et qu'on n'a pas pris les options maths, etc., est-ce que c'est possible d'envisager à Parcoursup, ensuite en terminale, d'intégrer un IFSI ? Oui, c'est possible. Je vous dis, tout bac peut mener à l'IFSI. La seule chose, c'est que quand les dossiers sont, étudiés, quand ils arrivent dans les IFSI, en fait, pour qu'ils soient étudiés, on va regarder, nous, les notes, et on va regarder surtout la lettre de motivation. Et très franchement, on a du mal à remplir les IFSI. Donc même si vous êtes 2 millième sur liste complémentaire, il y aura toujours un IFSI qui pourra vous accepter. Parce qu'il y a des étudiants en fait, qui sont inscrits dans plein d'IFSI, et donc enfin, ils vont en prendre un qu'ils vont préférer, mais tous les autres, ils vont se désister. Donc nous, les listes d'attente, en fait, elles diminuent petit à petit. D'accord, donc pas d'option sciences, maths. Alors, bien sûr, c'est une plus-value. C'est une plus-value pour la sélection. Parce qu'on a des étudiants, nous, qui n'ont pas fait de sciences avant. On a des lycées, des étudiants qui ont fait des études de lettres. Ça ne les empêche pas de devenir infirmier et de faire l'IFSI. Voilà, ça n'empêche pas. Un bon dossier, une lettre de motivation équilibrée. Oui. Ok, très bien. Je vais compléter un petit peu la réponse. Il y a aussi des formations proposées à l'Université Paris-Cité, comme le DU Paréo. Donc, c'est un DU pour les personnes... donc, c'est un DU d'accompagnement à l'entrée en IFSI. Donc, il peut avoir une remise à niveau sur des cours d'anatomie, des cours d'éthique, déontologie, ce genre de choses. Donc, vous pouvez... il est accessible sur Parcoursup. C'est une année de préparation, donc vous pouvez le mettre sur Parcoursup au cas où, comme ça si vous n'êtes pas accepté sur des IFSI, vous pouvez accéder à ce DU Paréo pour vous faciliter l'entrée en IFSI l'année prochaine, puisque vous aurez rattrapé un petit peu ce qui va vous manquer en sciences. Voilà. Pour les questions, ce serait vraiment voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à aller sur le stand. Vous êtes à quel numéro ? 140. Voilà, où vous pourrez poser toutes les questions par rapport à cette formation en IFSI. Je rappelle juste que sur Parcoursup, les vœux en IFSI sont groupés par université. Donc, ça vous fait, par exemple, sur un vœu, vous pouvez sélectionner 15 IFSI. Voilà, donc vous pouvez vraiment postuler dans beaucoup d'IFSI pour mettre le plus de chances de votre côté. Mais gardez-les à proximité de chez vous. Voilà, n'allez pas mettre à l'autre bout de la France si vous n'êtes pas prêt à aller à l'autre bout de la France. Voilà. Je vais donc passer la parole à Chloé à côté de moi pour nous parler de l'orthopsie. Alors, je m'appelle Chloé Benezet-Tools, je suis en 2e année d'orthopsie à l'Université de Paris et on dépend de l'UFR de médecine. Donc, je vais me permettre. Alors, c'est une formation qui est paramédicale, donc, et qui consiste en des actes de rééducation, réadaptation et d'exploration de la vision. On va dépister, analyser et traiter des troubles visuels qui peuvent être fonctionnels, moteurs ou encore sensoriels. En somme, on va plutôt dire que l'ophtalmologue va traiter une pathologie et ensuite l'orthoptiste va intervenir pour essayer de mettre en place des réadaptations ou de la rééducation de tout ce qui va être vision résiduelle. Faire en sorte que ce qui ne marche plus, c'est traité, et ce qui marche encore, on va l'adapter au maximum. Donc, une étroite collaboration avec un ophtalmologue, aussi avec l'opticien, puisqu'on a besoin que les lunettes soient faites. Donc, on parle souvent des 3 O, opticien, ophtalmologue et orthoptiste. C'est une durée d'études qui est de 3 ans et ça vous délivre un grade de licence. Et au rythme de la formation, on va avoir des cours théoriques et stages conjointement. En différence, par exemple, des IFSI, vous allez avoir cours et stages en même temps sur toute votre durée d'études. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, vous pouvez avoir 2 heures ou 3 heures d'anatomie et l'après-midi, aller en hôpital dans votre stage. Pendant 3 ans, vous êtes toujours en stage et en cours. Les stages, d'ailleurs, ils vont commencer très tôt dans l'année, dans la première année. Vous allez avoir 2 mois, en gros, pour commencer à avoir vos bases d'anatomie, de pathologie. Et après, vous êtes envoyé en stage. Et c'est là que vous allez acquérir encore votre pratique et d'autres connaissances en fonction de l'hôpital. Les stages sont proposés par l'université, d'accord ? Vous aurez une liste établie, donnée par l'université. Vous n'allez pas à choisir, chercher vos stages. Et à Paris, on a quand même une très très grande chance, c'est d'avoir beaucoup d'hôpitaux et en plus qui sont spécialisés grandement en ophtalmologie. Vous allez pouvoir travailler avec des très très bons ophtalmologues, des professeurs reconnus
et apprendre beaucoup dans votre cursus, des pathologies, des façons de faire, de la technologie qui est hyper haute. Voilà, donc vous avez quand même beaucoup de chance à Paris. Si c'est peut être un choix d'école, il faut vraiment penser au lieu de stage, c'est super important. Hop. Au niveau des lieux d'exercice, quand vous serez diplômé, vous avez beaucoup de choix. Donc, vous pouvez travailler en structure hospitalière, donc dans les services d'ophtalmologie, en clinique, dans les cabinets libéraux. Beaucoup d'orthoptistes font font les deux, donc travaillent parfois en libéral et en centre hospitalier. Vous avez aujourd'hui les centres ophtalmologiques, donc c'est de la préconsultation, de l'aide à la consultation, faire des examens complémentaires avec l'ophtalmologue. Voilà, c'est en expansion. Et vous avez un large champ de compétences qui est en évolution constante. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, on délègue des actes aux orthoptistes. Donc, notamment, on va avoir du dépistage en accès direct. Vous avez le droit de renouveler les lunettes et les lentilles dans certaines conditions, mais vous avez le droit. Et vous avez aussi la reconnaissance des déficits visuels dans les troubles de l'apprentissage. Donc, aujourd'hui, quand on va vous dépister un trouble de l'apprentissage, on va vous orienter bien sûr vers une orthophoniste, mais également vers une orthoptiste s'il y a besoin pour essayer d'apprendre aussi la fixation et aider dans ces troubles. Alors j'avais une camarade qui était avec moi hier, qui est une orientation post-bac, donc c'est-à-dire qu'après le bac, elle s'est tout de suite orientée en orthopsie. Moi, j'ai fait autre chose, j'ai fait 2 ans de licence accès santé. Je ne me suis pas tellement renseignée sur le paramédical et je pensais que pour faire de la santé, on n'avait pas tellement de choix, c'était infirmière ou faire le concours de médecine. Donc je me suis orientée vers le concours de médecine un petit peu bêtement, pas en allant chercher ailleurs. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être en orthopsie. Je vous invite vraiment à beaucoup vous renseigner sur le paramédical, il y a beaucoup de métiers. C'est d'ailleurs ce que ma collègue a dit avec les 14 paramédicaux que vous avez vus. Bien se renseigner sur les différentes façons de faire, sur les formations. Je pense que ça peut vraiment être une opportunité de choisir sa formation correctement. Je me suis dit que c'était important de mettre les modalités Parcoursup. Donc, au niveau des spécialités recommandées en première et en terminale, on vous conseille fortement les matières scientifiques. C'est comme pour la question juste avant, ce n'est pas forcément obligatoire en Parcoursup, mais on vous le recommande. C'est toujours une plus-value dans votre formation et plus facile après de commencer les cours. Les attendus, bien sûr, il vous faut des appétences dans le domaine de la santé, il faut de l'empathie, des compétences relationnelles et qualités humaines. Vous allez avoir des patients qui seront en face de vous, qui sont malades, qui sont stressés. Il faut que votre discours il soit clair, rassurant et que vous soyez mettre un petit peu un cocon autour de votre patient, que ça soit un accompagnement qui soit bienveillant et dans l'humain. Un travail personnel très important. Vous n'avez que 3 ans de formation. Aujourd'hui, on nous délègue de plus en plus d'actes médicaux. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne de plus en plus de choses. 3 ans, c'est court, c'est très dense. Il faut vraiment être capable de se dire... J'ai les cours, j'ai le stage, et en plus, chez moi, quand je rentre, il faut que je sois capable de travailler mes cours. Donc, il faut vraiment le mettre dans la balance. Et être autonome et organisé, c'est toujours mieux. Autonome parce qu'en stage, on va très vite vous lâcher en consultation, toujours accompagné avec un étudiant d'année supérieure ou votre maître de stage, bien sûr, mais vous commencerez les consultations de façon autonome. Sur Parcoursup, vous avez des frais de dossier pour chaque vœu mis, à la hauteur de 80 €. Pour les boursiers, c'est gratuit, d'accord. Mais vis-à-vis de ces frais de dossier, il y a eu des regroupements de faits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement de Paris, par exemple, qui contient la Sorbonne et Paris Université, qui sont 2 universités différentes. Donc, c'est un regroupement. Vous pouvez donc postuler pour 2 écoles et payer 80 € une seule fois. Donc, bien penser au regroupement sur Parcoursup. Vous avez des regroupements pour les écoles du sud de la France, de l'Est, etc. C'est une formation qui est sélective et c'est donc pour ça qu'on vous recommande de faire une lettre de motivation très importante. La lettre de motivation, montrer que vous n'êtes pas là par hasard et que vous souhaitez réellement rentrer en orthopsie. Ça va toujours mettre une plus-value sur votre dossier. Les procédures d'admission, donc l'étude du dossier Parcoursup, quand vous aurez tout rempli, tout envoyé, il va y avoir une lecture des dossiers. Tous les dossiers sont lus, d'accord ? C'est pas un algorithme qui les trie. L'algorithme met une note sur le dossier, oui, mais tout le monde va lire les dossiers, d'accord ? C'est important de le dire. Et si vous êtes reçu sur la 2e phase, vous allez avoir un oral avec des orthoptistes et ophtalmologues qui vont vous poser des questions et vous demander pourquoi vous êtes là. Donc vous allez dire vos motivations, votre parcours, toutes ces choses-là, d'accord ?
Nos conseils, donc, c'est d'avoir une bonne lettre de motivation, rencontrer des orthoptistes ou des étudiants. Dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est très important de le mettre, dire que vous avez participé au salon du post-bac, que vous vous êtes renseigné. Se rencontrer ou même faire un stage avec une orthoptiste, c'est toujours intéressant. Ça permet aussi de vous rendre compte de ce que c'est ce métier. Et pour la fin, je vous ai mis d'autres informations. C'est le site de la Fédération française des étudiantes en orthoptie. C'est des enquêtes sur Parcoursup. Donc les étudiants qui sont rentrés en orthoptie, quel profil ils avaient, quelle chose est très importante de mettre dans la lettre de motivation, tout ça. Je vous recommande vraiment d'aller les lire. Ça peut vous donner des informations, même pour d'autres formations. Voilà, savoir si vous êtes fait pour le paramédical. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette... je mets quand même les... Ah oui, le QR code ne marche pas, mais je représente l'Union des étudiants en orthoptie. C'est notre bureau, en somme, l'association étudiante de l'Université de Paris. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On vous répondra avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole du coup pour une présentation des études de massokinésithérapie et ensuite je laisserai un petit temps de questions, comme ça vous pourrez poser des questions et pour l'orthopsie et pour la massokinésithérapie. Alors bonjour, donc moi je suis Élodie, je suis étudiante en dernière année de kiné, donc c'est la 5e année au total et moi je suis à l'EKP ADERF, en fait c'est en lien, donc c'est en partenariat donc avec l'Université de Paris Cité. Alors, je vais déjà déconstruire en fait les mythes sur la kinésithérapie. Premier mythe, déjà, c'est une profession masculine. C'est complètement faux parce qu'il y a 50% de femmes qui sont kinés et 50% d'hommes. Et maintenant, en formation, on est beaucoup plus sur 60% de femmes et 40% d'hommes. Deuxième mythe, il faut être musclé, baraqué pour pouvoir exercer la kiné. Ça, c'est complètement faux, parce qu'il n'y a pas que la kiné du sport, parce que ça englobe, on a l'impression qu'il n'y a que la kiné du sport qui existe, mais il y a plein d'autres types de kinésithérapie. Il y a rééducation périnéale, par exemple, où voilà, il n'y a pas besoin de... Voilà. On ne voit pas vraiment l'intérêt d'être baraqué pour pouvoir être kiné dans ce domaine. Et dernier point, on ne fait que des massages. Alors, c'est complètement faux, archi faux. Voire même maintenant, la nouvelle génération, on nous dit quasi interdit de massage. Voire maintenant, ton patient, il faut qu'il fasse de l'activité physique. Donc voilà, bon, ça existe encore chez les anciennes générations où ils font beaucoup de massages. Voilà. Bon, ça, c'est les anciennes générations. Alors, du coup, voilà, c'était un petit point d'introduction. Alors, qu'est-ce que c'est que la kiné ? Bon, j'imagine que ça parle à tout le monde un peu, la kiné. Parce que de près ou de loin, vous avez déjà consulté un kiné ou un de vos proches est déjà allé chez un kiné. Alors, la kiné, si on veut reprendre l'étymologie, ça vient du grec kinésis, donc autrement dit thérapie par le mouvement. Pour pouvoir accéder à la kiné, c'est un bac plus 5. Première année, on fait donc soit par une première année de sélection, donc soit par PASS, soit par LAS. Donc, je ne vais pas redétailler les différentes voies. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers les stands spécifiques. Donc, PASS, LAS, première année de licence TAPS, ou voire même, donc, il y a une première année de licence en biologie qui est disponible dans certaines universités. Voilà. Donc, première année, déjà, vous êtes sélectionné donc, par rapport à vos résultats. C'est le classement. Ensuite, vous rentrez donc, pour faire les 4 dernières années dans ce qu'on appelle un IFMK. C'est une école, c'est l'école de kinésithérapie, IFMK pour Institut de formation en massokinésithérapie. Au bout de 5 ans de diplôme, vous obtenez un DE qui est reconnu en grade de master. Alors voilà, qui après, par la suite, si vous souhaitez, donc si vous spécialisez dans un domaine spécifique de la kinésithérapie, parce qu'on ressort au bout des 5 ans d'études avec un bagage pour toute la prise en charge kiné, donc aussi bien pédiatrique, respiratoire, etc. On en ressort avec tout ce bagage. Et si on souhaite se spécialiser par la suite, il faut, ou si vous voulez, donc faire soit un diplôme universitaire, un master 2, voire même un doctorat. Donc voilà, il n'y a pas que les 5 ans d'études, il y a aussi d'autres perspectives par la suite. Alors, je vais aborder donc les différentes écoles sur Paris et la Petite Couronne. Donc, il y a différentes écoles en fait qui sont en partenariat avec différentes universités. On peut même, voilà. Voilà. Là, c'est pour Université de Paris Cité. Donc, il y a 5 écoles qui sont possibles. Donc, soit vous pouvez intégrer par l'APHP. Donc,
c'est dans le 14e arrondissement, soit par Ancre, c'est Saint-Maurice. Donc toutes les deux, elles sont publiques. Et après, vous avez les 3 autres, donc les FOM et Assas, c'est dans le 15e, c'est privé. Et la EKP où je suis, donc c'est dans le 12e et c'est privé. La particularité qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'entre public et privé, la différence, elle se fait vraiment sur le prix. Le public, c'est gratuit, et le privé, ça, sur la région parisienne, ça varie entre 9 000 € à 10 000 € l'année. Donc c'est quand même pas une somme, c'est quand même conséquent et c'est vraiment pas négligeable et c'est vraiment à prendre en compte. D'autant plus, donc après, il y a des aides qui peuvent être... vous pouvez avoir recours à des aides qui sont délivrées par la région Île-de-France pour subventionner vos études. Voilà, donc après, là, vous avez les différentes places. Donc soit si vous passez par PASS, sur Université de Paris-Cité. Si je dis bien, c'est sur Université de Paris-Cité. Après, il faut vous renseigner dans chaque stand de chaque université pour avoir vraiment les places d'accès. Et il y en a d'autres, bon, je vais les citer rapidement. Il y a le CERF à Saint-Denis, qui est en privé. Il y a l'IFMK des Mureaux dans les Yvelines. Il y en a un autre aussi, donc c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines, c'est privé. Il y a aussi, je crois, c'est à Meaux, voilà. Et le dernier, c'est à Meaux, qui est, je crois que c'est privé aussi. Et Fontainebleau aussi privé. Voilà pour les écoles. Je mets laquelle on va monter un petit peu. Ah, celle-ci. Alors, en termes de formation, alors comment ça se passe? Donc déjà, vous avez votre première année, donc PASS, LAS, STAPS ou licence de biologie. Ensuite, vous intégrez donc l'IFMK en 4 ans. Alors, c'est divisé donc en 2 cycles. Le premier cycle, en fait, c'est vraiment la base, on va apprendre la physiologie. C'est-à-dire, donc, première année, notion d'anatomie pure et dure et mobilisation actives et passives. Donc vraiment, déjà, si on n'a pas cette base-là, ça va être compliqué pour la suite des études après de comprendre. C'est en fait, petit à petit, on monte les fondations, puis après, étage supérieur, un étage encore après, et encore un étage supérieur. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait un petit peu les études de kiné. Ensuite, deuxième année, là, on va commencer à prendre en charge un patient. Enfin, prendre en charge, le début en fait de la prise en charge, c'est-à-dire les bilans et savoir réaliser tout ce qui est testing musculaire, entre autres. Et on va commencer à aborder les grandes pathologies type l'arthrose, pour en fait la lombalgie, cervicalgie. Voilà, c'est les pathologies les plus communes que l'on voit en tant que kiné. Au deuxième cycle, on va démarrer c'est vraiment très axé sur la pathologie. Là, on va aborder vraiment toutes les autres pathologies qu'on n'a pas eu le temps de voir sur la fin de deuxième année. On va aborder, par exemple, toutes les pathologies neurologiques, respiratoires. Je vais pas tout dire non plus. Je vais pas faire une liste. Je ferai après une liste exhaustive après de là où vous pourrez travailler. Mais on fait un peu de tout. Alors en troisième année, voilà. Donc vous faites les notions de pathologie. Et puis, comment prendre en charge en fonction des différentes pathologies. Après, vous continuez un peu sur la 4e année. C'est exactement continuer suite logique de la 3e année. Voilà, la 4e année. Alors, tout au long, en fait, vous allez avoir des stages. Donc, c'est assez trompeur. Alors, en fait, en première année, donc on a 2 stages. Donc, au total, c'est 6 semaines. On a un premier stage donc, de 2 semaines. C'est d'observation. Donc, les stages, juste petite précision, les stages, en fait, ça dépend des écoles. Donc, en fait, sur les périodes, les exigences de stage, voire même les dates, en fait, et comment trouver le stage dépendent de chaque école. Donc là-dessus, je vais vous donner, en fait, un peu, je vais vous dire comment ça se passe chez moi. Alors, donc on a un premier stage de 2 semaines qui arrive au bout d'1 mois et demi de formation. Donc ce sera un stage d'observation. Moi, je l'ai passé en libéral, donc où je devais observer comment ça se passait, tout le métier, et ce pourquoi en fait je me formais. Ensuite, j'avais un autre stage de 4 semaines. J'ai dû le faire je l'ai fait en centre de rééducation. Pareil, j'observais toujours le métier. En deuxième année, cette fois-ci, c'est 2 fois 6 semaines. Donc toujours. Ce qu'on va faire durant ces stages-là, c'est que le kiné va nous dire, par exemple, avec la patiente, tu vas réaliser un exercice, tu lui fais cet exercice-là, et après, à la fin, il y a un débrief. Voilà, ça, c'est l'objectif à peu près en 2e année. En 3e année,
c'est pareil, c'est 2 fois 6 semaines. Et là, cette fois-ci, ça va être savoir réaliser une séance complète avec le patient. Et en dernière année, c'est un fameux stage qui est de 3 mois, donc, qui s'appelle le Clinica. Je suis actuellement en Clinica. Et en fait, ça va être la prise en charge complète de A à Z d'un patient. Alors, juste petite précision. Donc, après, je regarde un petit peu le diaporama en même temps. Je vais repasser un petit peu. Voilà. Donc, petite précision donc, sur le diaporama. La DRIET, en fait, c'est particulier. C'est en fait une commission d'attribution des crédits. Parce que pour obtenir le diplôme, il n'y a pas, certes, que les notes, mais il y aura aussi, après, par la suite, un mémoire. Ça, j'ai oublié de le préciser. Le mémoire, en fait, on commence à le préparer à partir du 2e cycle. Donc, début du 2e cycle, on commence à avoir nos idées. Et après, on rédige tout notre mémoire sur la 4e année d'études. À la fin, en fait, on va devoir passer un mémoire. On va devoir passer un mémoire, une soutenance de mémoire en juin, avec un rendu un rendu écrit au préalable de notre mémoire en avril. Et du coup, la DRIET, en fait, ça va être une commission d'attribution qui va en fait juger si oui ou non on a nos capacités ou pas à se présenter donc pour notre soutenance terminale de mémoire en juin, en fonction de si on a tout validé, eu tous nos ECTS sur toute l'année. Donc voilà. Il reste niveau temps, c'est un peu 45. Ah oui. Donc oui, je vais me dépêcher un tout petit peu. En fait, après les lieux où vous pouvez réaliser le métier de kiné. Bon, j'imagine que tout le monde voit que le kiné libéral, c'est 90% quasiment des kinés qui sont en libéral. Après, il reste 10% des kinésithérapeutes qui sont dans des structures type hospitalière, clinique, centre de rééducation. Alors, en libéral, vous pouvez voir de tout type de pathologies. Donc, ça peut être aussi bien du bébé jusqu'à, par exemple, la personne en fin de vie. Et quand vous travaillez donc, en institutionnel, vous pourrez choisir cette fois-ci donc, le type de pathologie que vous préférez et dans le service dans lequel vous souhaitez aller. Donc, faire une petite liste exhaustive. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez travailler en orthopédie, cardiologie, il y a oncologie, unité de soins intensifs, réanimation, etc., etc., neurologie, soins palliatifs. Donc, il y a plein de possibilités. Il y a quasiment autant, en fait, de spécialités kiné que de spécialités médicales. Enfin, moi, je suis un peu obligée de terminer un peu plus tôt. Je vous remercie de votre attention. Le numéro du stand où ils peuvent... Oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, je suis au stand A5, donc Université de Paris-Cité. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation à toutes les deux. Est-ce qu'il y aurait par hasard une ou deux questions maximum, puisqu'on a la conférence d'après qui va pas tarder à devoir récupérer la salle? Non, c'est que tout aura été très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions pour l'orthopsie. Donc vous avez la FFEO que vous pouvez contacter. Donc l'association étudiante, c'est la fédération. Oui, et vous, ça c'est la fédération. Et l'UDEPO, c'est l'association de l'Université de Paris. Voilà. C'est les deux. Et vous pouvez retrouver du coup sur le stand les questions concernant la kinésithérapie et les études d'infirmier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne fin de journée sur le salon post-bac. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.